Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir ce midi. Le thème aujourd'hui, c'est comment adapter ses environnements de travail au travail hybride. Sujet on ne peut plus d'actualité. J'accueille aujourd'hui Amandine qui est donc dans sa salle de sieste. Elle va nous en parler tout à l'heure. Et puis Mathilde. Bonjour Mathilde, toi tu es chez toi, d'après ce que je vois. Très bien. Donc moi, je suis Maud Chevalier, je suis slasheuse et aujourd'hui, la casquette avec laquelle j'arrive, c'est la casquette de directrice conseil de EWD Group. EWD, ça veut dire quoi? Ça veut dire Enjoy Working Differently. Finalement, chez EWD, on a une conviction forte qui est que le plaisir au travail crée la performance. Et on est vraiment convaincus de ça et je pense que vous le vivez tous au quotidien. EWD, donc pour le plaisir, la performance et l'audace. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises à réinventer justement cette fameuse expérience collaborateur dont on entend tant parler en ce moment. Et pour ça, on a trois façons d'intervenir chez nos clients. Soit des opérations ponctuelles pour notamment accompagner les managers à inventer et à réinventer leurs pratiques managériales, soit une offre d'abonnement que l'on a construite et qui est la première de ce genre. Donc là, on va être aux côtés des entreprises pendant 6 mois ou 12 mois pour les aider à réinventer cette expérience collaborateur. Et puis, troisième mode d'intervention, c'est le côté plutôt learning expedition, puisqu'on croit beaucoup à la force des rencontres. Et c'est notamment ce qu'on organise aujourd'hui. Et donc, aller à la rencontre d'autres entreprises qui ont modifié leur façon de travailler. Et on fait notamment une Learning Expedition en fin d'année à Copenhague, au Danemark, pour aller s'inspirer des pratiques managériales des pays scandinaves. Voilà, vous savez tout presque sur EWD Group. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. L'idée, c'est donc de laisser la parole à Mathilde et à Amandine pour vraiment nous expliquer comment les sièges de leurs deux entreprises ont été repensés et comment peut-être c'est venu se percuter avec la phase Covid. Je vous invite à nous suivre EWD sur LinkedIn si vous voulez avoir fréquemment des astuces managériales, des bonnes pratiques, c'est des choses qu'on partage. Donc vous allez avoir les liens vers les replays des tables rondes qui vont vous être diffusés dans le chat. N'hésitez pas à les consulter. Il y en avait une sur les irritants collaborateurs notamment, et puis la toute dernière sur l'onboarding, avec le témoignage de deux sociétés qui nous présentaient leur parcours d'onboarding. Alors, Mathilde et Amandine, je vous laisse peut-être vous présenter. Oui, tout à fait. Donc, je suis responsable de l'expérience collaborateur et de la com interne chez Roche. C'est une équipe qui a été créée en 2018. Donc, j'ai créé l'équipe en recrutant 4 personnes. On travaille sur les différentes dimensions de l'expérience collaborateur, que ce soit la dimension plus aspirationnelle avec la communication, la dimension plus relationnelle avec les relations de travail, les rituels d'entreprise, et puis la dimension plus physique de l'expérience collaborateur avec notamment le projet qu'on a mené autour de la conception du nouveau siège de l'entreprise. Super, merci beaucoup. Et puis Amandine, alors toi tu n'es pas responsable de l'expérience collaborateur et c'est justement pour ça que c'est intéressant d'avoir ton témoignage aujourd'hui. Tu as une casquette immobilier au sein du groupe WeCare, tu nous en dis un petit peu plus? Tout à fait. Donc moi je suis arrivée en 2008 au sein du groupe WeCare. Donc, c'est un service, on fait du service à la personne essentiellement. On a 18 000 collaborateurs installés sur toute la France. Et donc, moi, j'ai pris en 2012 la tête du pôle immobilier. On a 3 volets. Le développement, où on accompagne l'ensemble des réseaux sur leur recherche de locaux. La partie travaux, techniques, maintenance, entretien, exploitation purement immobilière. Et puis, une casquette toujours très intéressante, financière et juridique, qui cadre un peu tout ça. C'est un métier très, très encadré. Donc voilà, et j'ai eu en charge la conception et la réalisation du siège social du groupe. Ok, très bien. Donc, quelques chiffres pour poser le cadre. On va parler espace de travail et je pense qu'on est tous aujourd'hui confrontés à des vraies questions concernant nos espaces de travail. Les questions, elles sont multiples, mais comment je fais revenir mes collaborateurs au bureau? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Parce que depuis 18 mois, on a pris plein d'autres habitudes. Et puis, au-delà de comment je les fais revenir, quand ils reviennent, finalement, pourquoi revenir? Une étude récente a montré que finalement, une grande majorité des salariés aujourd'hui ont envie d'adopter le travail hybride, donc un mode de travail mixte entre du présentiel et du distanciel, du home office et du travail au bureau. C'est 78% des salariés aujourd'hui qui plébiscitent le travail hybride.
Et quand ils plébiscitent ce travail hybride, la bonne dose, j'allais dire, entre le télétravail et le travail au bureau, 63% des collaborateurs souhaitent faire grosso modo 2 jours de télétravail. Donc le bon deal semble être 2 jours de télétravail et 3 jours au bureau. Il y a une vraie transformation qui est en train de s'opérer sur les bureaux en général. On voit que d'ailleurs des groupes hôteliers aujourd'hui sont en train d'adopter des programmes en fait de flex office, notamment la chaîne Best Western qui est aujourd'hui en train de lancer une offre vraiment pour le travail nomade, donc pour permettre à des collaborateurs en fait entre 2 rendez-vous par exemple aller se poser dans un hôtel Best Western pour travailler, qui est une pratique qui est vraiment en train de se développer. C'est le cas aussi chez Accor. Ils souhaiteraient mettre tous leurs hôtels sur une espèce de plateforme de flex office là aussi pour pouvoir pourquoi pas, entre un déjeuner et un rendez-vous, j'ai 2 heures, pas forcément le temps de retourner au bureau, ou en tout cas, c'est pas optimal dans mon organisation. Et donc, je prends 1 heure ou 2 pour aller dans un hôtel faire une réunion ou un call. Donc, il y a vraiment beaucoup de réflexion là-dessus. Le bureau, on sait, va changer de nature. D'un espace de travail, ça devient vraiment un espace de socialisation, d'échange. Et c'est ce qu'on attend, en fait, quand on vient au bureau. Et on va voir que vos locaux reflètent ça. Et aujourd'hui, ça pose pas mal de questions et d'enjeux au-delà des espaces en eux-mêmes, mais vraiment sur les modes de management et de se dire finalement comment j'accompagne mes collaborateurs dans ce travail hybride, comment du coup j'instaure plutôt une culture du résultat, parce que finalement quand on est en présentiel et en distanciel, on va bien être sur des notions de résultats pour voir si les équipes avancent. Bref, il y a beaucoup de questions autour de ces espaces de travail. Moi, ce qui m'intéresse sur vos 2 projets qui sont assez différents, donc Amandine, c'est un projet au Mans, Mathilde, un projet à Paris. À chaque fois, c'est quand même des grosses surfaces de travail. Mathilde, c'est amusant de constater que chez Roche, le projet d'aménagement des espaces, finalement, il a été confié à l'expérience collaborateur, à toi qui es responsable d'expérience collaborateur, c'est toi qui as piloté ce projet. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a poussé ce choix en fait chez Roche de confier le projet à la responsable de l'expérience collaborateur? Oui, c'est vrai que c'est un choix assez original et bien sûr, c'est moi qui ai l'idée le projet, mais avec une équipe multidisciplinaire qui reprend les compétences essentielles pour ce projet, Facility, IT, immobilier, etc. En fait, c'est un projet qui a été placé dès le départ sous le signe de l'expérience, donc de l'expérience collaborateur d'une part, de l'expérience client et partenaire qui viendrait demain dans nos locaux pour travailler avec nous, co-construire avec nous, d'autre part. Et puis, le projet aussi a été placé sous l'angle de la transformation. Et du coup, c'est dans la manière dont on a abordé le projet, je pense qu'on a eu une méthode assez singulière, en tout cas, qui mettait vraiment au cœur l'expérience. Donc, quelques mots, parce que je sais que c'est la question suivante que tu vas me poser. Donc, c'est un projet majeur pour notre entreprise. Ça concerne 600 collaborateurs. Il y a eu 24 mois de projet, dont 3 mois de retard à cause du Covid. On n'a eu que 3 mois de retard chantier lié au Covid. Ouais, c'est pas mal. 11 000 mètres carrés à aménager dans un bâtiment labellisé HQE. Et puis, on est passé en espace de travail dynamique. Donc, j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. C'est pas du flex office, mais c'est pas des postes attribués, c'est de l'espace de travail dynamique. Donc, ça nécessitait un grand accompagnement pour la conduite du changement qui a été mené notamment par 15 activateurs. Donc, c'est un projet, en fait, qui a été co-construit avec une mécanique fine d'intelligence collective parce qu'il y a plus de 200 collaborateurs qui ont participé à la construction de ce projet. Donc, ça fait quand même un tiers des personnes qui ont ensuite investi le bâtiment. Donc, je pense que ça, c'est assez distinctif quand on parle d'expérience collaborateur, en fait, que les clients finaux participent à la conception des espaces. Et puis, mécanique fine parce que, en fait, le périmètre de co-construction, il a été bien scindé. Il a été bien délimité. C'est-à-dire que le projet s'est déroulé en 3 phases. La première phase, c'était comprendre les besoins. Donc là, il y a eu beaucoup de co-construction, des ateliers sur la vision du travail demain, des enquêtes, des phases d'écoute, des phases de reportage photo pour comprendre les usages et les besoins. Donc ça a été très collaboratif. Ensuite, il y a une phase de décision où on a décidé de passer en espace de travail dynamique parce que c'était le mode de travail qui nous paraissait le mieux répondre aux enjeux identifiés de l'entreprise et aux besoins exprimés par les collaborateurs. Et donc ça n'a pas été participatif. C'est-à-dire que je pense que si on avait demandé aux collaborateurs s'ils souhaitaient passer en espace de travail dynamique ou conserver leur bureau traditionnel en open space, je pense que la réponse aurait été la deuxième option. Donc en fait, c'est un choix assumé, c'est une décision d'entreprise pour répondre à nos enjeux de transformation notamment.
Et puis la troisième phase, donc, qui consistait à élaborer le projet qui répondait aux besoins des collaborateurs et de l'entreprise. Là, à nouveau, on est devenu très participatif avec des ateliers de personnalisation des villages avec plus de 80 personnes qui ont planché pendant une demi-journée sur leur village, avec des ateliers sur les espaces clés du bâtiment et des ateliers sur les règles de vie pour réfléchir à comment collectivement on habite ce bâtiment. Donc en fait, la co-construction, elle a été bien délimitée sur certaines parties du projet. Et puis, c'est un projet qui soutient en résultat la transformation et la stratégie d'entreprise. Donc, c'est un projet et un mode, l'espace de travail dynamique, un mode de travail qui permet la flexibilité et la durabilité dans le temps. On a pris un bail pour 10 ans. Notre portefeuille de produits va être complètement révolutionné ces prochaines années. Donc, il fallait qu'on puisse avoir cette flexibilité de s'organiser comme on le souhaitait. C'est un projet qui va faciliter les nouvelles manières de travailler, l'intelligence collective et le travail en réseau. Et je vous montrerai quelques images autour de ça. Et puis, en résultat, je crois, une meilleure expérience collaborateur, des collaborateurs sièges comme les collaborateurs du terrain qui viennent ponctuellement dans nos locaux. Ok, super. On comprend bien effectivement les différentes phases et puis rester parce qu'on va visiter par procuration, j'allais dire, les locaux de Roche et les locaux du groupe WeCare également. Alors, je me tourne vers toi, Amandine. Donc, toi, tu es vraiment chef de projet immobilier, on l'a vu. 18 000 collaborateurs, vous, c'est 7 500 mètres carrés et c'est un bâtiment que vous avez construit. Donc, c'est un peu différent du projet de Mathilde sur du réaménagement. Approche très différente puisque donc ce projet-là, il n'est pas piloté par l'expérience collaborateur ou les RH, il est piloté vraiment côté immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été chez vous les différentes phases du projet, s'il te plaît ? Alors nous, les différentes phases du projet, ça a été vraiment complètement différent. C'est assez intéressant d'entendre la déclinaison de Mathilde. Nous, on est parti sur une écoute, les besoins, quels sont les objectifs pour chaque collaborateur. Donc chaque directeur, chaque manager a été interrogé, mais 3 ans avant la livraison. Donc on sait qu'ils évoluent. Donc on s'était dit, on dessine un programme immobilier idéal avec tout ce qui a été demandé et on le fait vivre tout au long du projet. Donc, la première grosse étape a été de formaliser les besoins, formaliser les attentes. Ensuite, on s'est créé une équipe très immobilière, un peu transdisciplinaire, mais en incluant pas forcément toujours les gens en interne au démarrage, un architecte, des entreprises spécialisées, une ingénierie de projet également, et puis des concepteurs un peu innovants, concepteurs d'espace un peu innovants qui sont venus nous accompagner au démarrage. Donc ça a été vraiment les deux grosses étapes, ces deux équipes-là, le CODIR, les managers et une équipe spécialisée. Et ensuite, on a décliné le projet. On l'a conçu avec un cadrage stratégique, donc ça fait rebond un peu à ce que Mathilde indiquait. Il faut cadrer les choses parce que si on interroge tout le monde, on n'a pas forcément les bonnes réponses et puis on n'invite pas les collaborateurs à sortir un peu de leur zone de confort. Donc, on a fait vivre le programme immobilier tout au long. Donc là, on a une équipe en interne, pareil, IT, Facilities, RH, qui est venue nous accompagner, mais 1 an avant la livraison du chantier et qui a repris ces sujets, expérience collaborateur, quels services on met à disposition, qui s'est posé des questions, mais qu'on avait déjà un petit peu imaginé en amont. Donc, c'est venu se greffer et c'est la force du projet et la réussite du projet, c'est qu'on s'est constamment, pendant 3 ans, remis en question. Jusqu'au mois de mai 2020 où on vit notre premier confinement, c'est un peu compliqué, enfin mars, et au mois de mai on se dit mince, on remet un peu en cause ce projet et on va y chercher des aspects de modularité, des aspects de bien-être au travail, on y rajoute encore des choses. Donc pendant 3 ans le programme il a évolué, mais il a toujours été connu de tous et il a toujours été véhiculé, communiqué. Ça c'est vraiment les sujets d'importance. Ok, super. Alors, on va partir à la découverte de ces locaux, parce que je pense que, comme moi, vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. Mathilde, tu nous emmènes visiter… alors, je change de chaussures parce que je crois qu'il y a 8 étages, c'est ça ? Donc, j'enfile mes baskets parce que là, ça ne va pas le faire. Et puis, je te laisse nous emmener visiter justement ces locaux. Avec plaisir. Ne t'inquiète pas, il y a 8 étages, mais il y a des ascenseurs. Alors, je partage mon écran. Et voilà, donc du coup, en préambule, la question qu'on se pose tous, je crois, c'est pourquoi revenir au siège quand on peut être en télétravail chez soi, bien confortablement installé et en économisant 1 heure à 2 heures de transport par jour. Donc, je vous propose de visiter l'angle pour vous faire une idée sur cette question. Les photos que je vais vous présenter viennent de notre agence de design qui s'appelle Sagaz & Partners et qui nous ont accompagnés tout au long du projet.
Donc, venir au siège, oui, mais pour venir chez Roche et pour se sentir chez Roche, donc bienvenue chez Roche. Nous avons la chance d'être dans un immeuble 100% Roche, donc on a pu avoir l'opportunité d'inscrire notre ADN d'entreprise dans les bâtiments et dans les aménagements. Donc, je fais un zoom sur l'accueil. Ça, c'est pas une vraie photo, c'est une photo d'ambiance, mais le résultat est tout à fait identique. En fait, il y a quelques éléments que je vais commencer à vous pointer du doigt et qu'on va retrouver tout au long de la visite. D'abord, une posture d'accueil qui est en proximité et qui utilise des codes hôteliers. Roche, c'est une entreprise de santé tournée vers l'humain et c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans tout l'aménagement. On retrouve des éléments sur notre histoire au service de la science. On a une entreprise qui a 125 ans, qui a toujours travaillé dans le domaine de la science. Et donc, on va retrouver quelques éléments avec, par exemple, une frise historique sur le poteau à l'accueil ou alors cette photo qui vient de nos fonds d'archives Roche, la photo d'une femme chercheur dans les années 1910. On retrouve aussi l'art et l'innovation qui sont au cœur de notre culture d'entreprise avec un écran d'art digital. Vous le voyez ici représenté avec une constellation. En fait, c'est un écran qu'on dédie à des œuvres d'art digitales qu'on achète à des artistes et donc on expose et qui font vivre l'accueil. Et puis enfin, les couleurs et les matières qui sont une palette de couleurs et de matières naturelles pour à la fois représenter notre attachement à la nature et à l'environnement. Juste pour vous donner un exemple, j'appelle que un des fondateurs de Roche a créé le WWF, donc WWF. C'est juste une illustration de à quel point la nature et l'environnement sont au cœur de notre culture d'entreprise. Donc, pour rappeler, la couleur et matière naturelle, pour rappeler notre attachement à la nature, mais aussi parce que des chiffres nous montrent que dans un environnement avec des couleurs et des matières naturelles, les collaborateurs gagnent en bien-être, en créativité et en productivité. Peu importe finalement les chiffres, mais c'est vraiment les retours qu'on a de la part de nos collaborateurs. Alors, je poursuis la visite au rez-de-chaussée. En fait, il faut savoir que le rez-de-chaussée, une partie du premier étage et les 2 derniers étages sont dédiés à des espaces collectifs. Donc, vraiment des espaces pour se rencontrer, travailler ensemble, alors que les étages intermédiaires du premier au 6e sont des espaces de village. Donc, en fait, c'est là où habitent, entre guillemets, les équipes, c'est là où vivent les équipes et elles travaillent entre elles. Donc, du coup, au rez-de-chaussée, je vais vous montrer l'atrium. L'atrium, c'est un lieu de vie tout au long de la journée. Ça nous sert de restaurant d'entreprise, mais pas que. On y sert des repas, on y fait de l'événementiel, on vient y travailler un peu en mode coworking. L'atrium, c'est une pièce romaine au centre de la maison et c'est aussi une partie du cœur. En fait, on est une entreprise de santé, donc on fait des références aussi à ça. C'est une cavité du cœur et donc c'est comme ça qu'on a nommé cet espace qui est important dans notre bâtiment. On va poursuivre la visite avec le Café Galien, un café qui est dédié à la convivialité et qui fait référence bien sûr à la science et à l'innovation. Les prix Galien sont des prix qui récompensent l'innovation médicale qui change la vie des patients et on en a un certain nombre qui font la fierté de nos collaborateurs et qui donnent du sens à notre travail tous les jours. Ces prix Galien qui ont été mis à l'honneur et qui ont donné leur nom au café. Qu'est-ce qu'on voit au fond là, Mathilde, les petits tableaux alignés là? Alors, ce sont les prix Galien. En fait, les prix Galien sont des médailles. Donc là, c'est une représentation graphique de tous les prix Galien que Roche a gagnés depuis sa création, depuis son lancement. Donc, c'est un vrai élément de fierté pour nos collaborateurs. Donc, je vous propose qu'on monte au premier étage parce que venir au siège, oui, mais venir pour bénéficier de services. Donc, en fait, le lieu a vraiment été pensé autour du collaborateur. On n'a pas construit le projet autour des contraintes du bâtiment, mais vraiment autour des collaborateurs, avec toute une réflexion qui a été menée sur les services. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a un espace IT qui reprend un peu les codes des bars Apple. On a une bulle de détente, une ludothèque, une bibliothèque partagée. On a un étage entier qui est dédié aux services. Donc, vous voyez le plan général. L'idée, c'était de pouvoir regrouper tout à un seul endroit pour apporter plus de fluidité à un collaborateur qui vient chercher des services. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, on a eu une pensée spéciale pour nos collaborateurs du terrain. En fait, il y a plus de 250 collaborateurs Roche qui n'ont pas de bureau fixe et qui sont sur le terrain dans toute la France. Et lorsqu'ils viennent au siège, ils nous avaient expliqué justement dans la première phase du projet qu'ils se sentaient un peu comme des passagers clandestins à venir avec leurs valises qu'ils essayaient de caser derrière le bureau d'un collègue sympa. Et donc là, en fait, on a vraiment une réflexion sur ce que c'est le parcours d'un collaborateur du terrain ou d'un voyageur qui vient d'une autre filiale de Roche.
et qui arrivent au siège, donc avec un espace qui a été conçu avec eux et créé pour eux, qui comprend une zone pour se détendre, des espaces pour travailler, une table de coworking, et on a pensé beaucoup de détails. Donc ça, c'est juste une anecdote, mais c'est un clin d'œil qui vous montre un peu la démarche qu'on a eue. Le lieu est équipé de miroirs parce que quand on se lève à 5h du mat pour prendre un avion, on peut arriver un peu ébouriffé, et du coup, c'est le lieu aussi où on se pose et on voit que l'expérience a été pensée vraiment pour les voyageurs. Et puis, je termine ce petit topo sur les services pour dire qu'on a mis en place du smart building dans le bâtiment. Il y a une vraie réflexion aussi sur le confort et l'ergonomie. Et donc, par exemple, il y a une application qui s'appelle Couteau Suisse, parce que nous sommes une entreprise suisse, qui permet aux collaborateurs d'ajuster le confort, l'ergonomie et de se repérer dans le bâtiment. Voilà, donc venir au siège, oui, mais pour bénéficier de services. Alors, je continue avec les villages. Venir au siège, oui, mais pour retrouver son village, ses collègues, et puis pour se créer une journée sur mesure. Je vous disais tout à l'heure qu'on est passé en espace de travail dynamique. Qu'est-ce que c'est l'espace de travail dynamique? En fait, c'est un système dans lequel les collaborateurs, c'est pas du flex office où il y a 10 étages, où les collaborateurs essayent de trouver leur place avec moins de bureaux que de collaborateurs. Là, on est dans un modèle dans lequel chaque collaborateur a un territoire d'appartenance. Chez Roche, on appelle ça un village. Donc, un collaborateur est rattaché à un village. Un village, c'est une communauté de personnes qui ont un sens à travailler ensemble. Et au sein de ce village, le collaborateur a accès à un menu d'espaces qui sont des espaces qui sont partagés, donc il n'y a pas de bureau attribué, mais le collaborateur va aller naviguer en fonction de ses besoins dans le menu d'espace pour créer sa journée sur mesure. Donc, quand on a besoin de se concentrer, on peut choisir de travailler sur des bureaux classiques avec simple écran ou double écran. On peut travailler dans des zones silence, donc des zones de concentration dans lesquelles les règles de vie font qu'on n'a pas le droit de parler. Donc des espaces silence qui peuvent prendre différentes formes et différents aménagements. Quand on a besoin de se réunir pour collaborer, bien sûr, bien évidemment, il y a des salles de réunion de tous les formats et de différents aménagements pour apporter de la variété. Et puis, nous avons créé 10 ateliers de brainstorming, donc des espaces très, très modulables qui sont créés pour designer, pour penser, pour innover et travailler différemment. On a des espaces pour travailler autrement seul, vous voyez, avec des postures qu'on peut varier tout au long de la journée, là, des postures sur des tables en hauteur qui sont pratiques entre 2 réunions pour s'installer quand on veut juste rapidement checker ses mails, ou des espaces pour travailler autrement à 2 ou en groupe, donc dans des alcôves, sur des tables partagées style coworking, ou alors, comme on le voyait ici, sur des tables qui font un peu référence au bistrot. Dans ce que tu dis, Mathilde, j'entends aussi qu'il y a quand même beaucoup de règles qui ont dû être définies. Au-delà de proposer une diversité d'espaces, clairement, je ne viens pas faire un call dans une zone silence, si je comprends bien. Et comment vous avez communiqué toutes ces règles aux collaborateurs? Enfin, est-ce que c'est eux qui les ont construites et puis oui. Comment elles ont été communiquées? Oui, tout à fait. Les règles ont été construites par les collaborateurs et elles sont communiquées régulièrement. Elles ont dû évoluer avec le Covid parce qu'il y a des règles supplémentaires qui ont été créées, en fait, les mesures sanitaires. Et donc, c'est des règles qu'on fait vivre au fil de l'eau. Mais dès le départ, on a annoncé que les règles créées étaient des règles qu'on allait expérimenter ensemble et qu'ensuite, on allait se poser sur ces règles pour voir dans quel sens, à l'usage, elles avaient du sens. Ok, merci. Donc, je vous montre quelques espaces, enfin, toujours dans l'idée de collaborer autrement. On met en place le management visuel chez Roche et donc on a des espaces de management visuel fixes et mobiles qu'on peut ensuite emmener dans les différentes salles de réunion. Cabine téléphonique pour s'isoler, c'est assez classique mais très utile chez nous. Donc ensuite, un menu pour se rencontrer. Dans les villages, il y a des tisaneries qui sont des lieux de rencontre et de convivialité qui sont un peu au cœur du village. Voilà pour les villages. Et puis, peut-être, il reste 2 étages à visiter, le 7e et le 8e. 7e étage, l'idée, c'est on vient au siège, oui, mais pour nous retrouver et pour collaborer. Et donc, le 7e étage, c'est un lieu qui est dédié à la collaboration interne et externe notamment, ce qui veut dire qu'on a une attention aussi d'exprimer plus fortement dans ces étages-là notre identité d'entreprise, de manière à pouvoir la partager en fait avec nos partenaires et avec les personnes de l'extérieur qui viennent collaborer avec nous. Donc, ça peut être des candidats, des partenaires, des fournisseurs, des associations avec lesquelles on travaille.
Donc, du coup, ici, vous voyez, par exemple, une frise historique. Roche est une entreprise qui a 125 ans et donc on a matérialisé sur les murs des moments clés de l'histoire de Roche. Et vous voyez sur la droite une sélection de portraits de collaborateurs qui ont marqué l'histoire de Roche. On a choisi, en fait, on a été très attentif aux symboles qui sont exprimés dans des lieux. Donc, par exemple, des collaborateurs qui ont marqué l'histoire de Roche, il y a 5 hommes, 5 femmes, avec des biographies à chaque fois, plus bien sûr un topo qui explique que l'ensemble des collaborateurs jouent aujourd'hui un rôle pour l'histoire de Roche. Toujours sur cette notion de symbole, à titre d'exemple, les noms des salles de réunion sont des noms de personnes qui ont ouvert la voie. Donc, soit des scientifiques, soit des inventeurs qui, dans leur domaine, ont ouvert la voie. Donc, il peut y avoir Maria Montessori, il peut y avoir Louis Braille, il peut y avoir des scientifiques. Et on a été attentif aussi à respecter la parité, parce qu'on pense que tout ça, ça fait partie des symboles qui peu à peu construisent une culture. Et donc, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans les noms des salles de réunion. Et les noms des salles de réunion ont été proposés par les collaborateurs sur ce thème-là. On termine la visite du 7e étage avec l'Agora, qui est un lieu de débat, de création d'idées, avec un espace encore très modulable, avec des gradins, des chaises, des poufs qui peuvent être utilisés en fonction des besoins. Et puis, dernier étage de la visite, venir à l'angle, oui, mais alors pour faire bouillonner l'intelligence collective, ça change quand même de son salon, avec un étage conçu un peu comme un espace de coworking, ça s'appelle la Paillasse. Donc, c'est un lieu où bouillonne l'innovation. On va retrouver différents types de postures de travail, formelles ou informelles, un peu dans l'esprit d'un espace de coworking, y compris des espaces projets. Ce que vous voyez ici, c'est un espace projet qui peut être réservé pour un temps un peu plus long. Par exemple, une équipe qui a besoin de travailler pendant 1 semaine ou 2 semaines ensemble. Et puis, on va terminer la visite par la terrasse. J'ai pas de photos récentes, désolée. Donc, ce sont juste des images d'ambiance. Mais sur la terrasse, un petit clin d'œil encore à notre engagement écologique chez Roche, avec beaucoup de végétaux locaux et des plantes médicinales, bien sûr, parce que nous sommes, comme je vous l'expliquais, une entreprise de santé. Voilà, donc en conclusion, en fait, pourquoi est-ce qu'on vient chez Roche? Hier, on avait 10 mètres carrés entre une salle de réunion et son bureau individuel, toujours le même. Aujourd'hui, dans notre salon, on a un écran de 15 pouces ou 5 pouces, je sais pas, un petit écran de travail pour travailler, c'est tout. Et en fait, à l'angle, en fait, on a 11 000 mètres carrés dans lequel on vient faire sa journée sur mesure et s'installer en fonction de nos besoins de travail pour trouver les meilleures conditions de travail ensemble. Super, merci Mathilde. Ça fait envie, puis on sent effectivement la cohérence et la réflexion à travers ce que tu dis et ce que tu montres. Je vois 2 questions déjà qui sont arrivées, donc j'en profite pour te les poser. La première, c'est, tu as parlé effectivement de smart building. On a une question de Grégory qui dit, est-ce que le bâtiment est connecté Wi-Fi, j'imagine, 4G, AirPlay, également pour des usages en mobilité? Alors, je suis pas du tout la spécialiste du smart building. On avait un expert dans notre équipe, un ingénieur. Tu peux faire appel à un ami si tu veux. Il faudrait que je fasse un appel à un ami. Mais en fait, ce que je peux vous dire en termes de philosophie, c'est que l'idée, c'est que le bâtiment soit complètement mobile. Donc oui, il y a du Wi-Fi partout, même dans les ascenseurs, même dans le parking. L'idée, c'est qu'on puisse arriver et avoir une journée sans couture. On a aussi, le smart building permet aussi de gérer le confort, comme je vous le disais. Il y a une gestion intelligente du bâtiment qui, elle, ne se voit pas côté collaborateur, mais qui en fait consiste à éteindre les lumières quand tout le monde part, ajuster la clim, baisser les stores, enfin voilà, une gestion intelligente du bâtiment dans une logique d'écologie. Et puis, usage en mobilité, je réponds peut-être un petit peu à côté de la question, mais on a aussi une réflexion sur comment on fait pour avoir un mode de travail hybride. Donc, il y a des gens qui sont sur place et des gens qui sont à distance. Et donc, on a tout un équipement des salles de réunion qui permet vraiment la collaboration. C'est assez immersif. Si moi, je me connecte à une réunion avec mes collègues qui sont au siège, j'ai l'impression d'être dans la salle de réunion. Ok, super. Et puis, deuxième question sur la démarche. Je ne connais pas ce label, mais peut-être que tu le connais. Claude nous demande, est-ce que vous avez un label comme Osmose en tant que fil conducteur de la démarche? Et je suis désolée, moi non plus, je ne connais pas ce label. Donc Amandine, vas-y Amandine, sauve-nous. Prends la parole. Nous, effectivement, notre projet, il a été sur cette labellisation. Alors, on ne s'est pas offert encore la certification parce que c'est très onéreux et ça nécessite vraiment de suivre un protocole très compliqué. Par contre, on a fait en sorte de aller à 98% tout respecter.
Et ce label, en fait, il est vraiment très orienté bien-être, confort des utilisateurs. Donc, quand je regarde le projet de Roche, ouais, vous avez de quoi prétendre à la labellisation, c'est certain. Ok, prochain projet pour toi, Mathilde, du coup. Bon, ça fait une très belle transition vers toi, Amandine. Les locaux, les locaux, donc chez vous, ça a été, on l'a dit, une construction. Tu nous as expliqué comment ça avait été pensé, réfléchi. Est-ce qu'on peut voir en image ce que ça donne? Bon, bah oui, avec plaisir. Je crois que vous avez 3 grands types d'espaces, c'est ça? Vous avez des salles vraiment de travail, enfin des espaces de travail, des espaces plutôt pour collaborer et se réunir, et puis des espaces que vous avez qualifiés de détente, bien-être. Donc, c'est les 3 typologies d'espaces chez vous. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui va vous montrer déjà, on commence par les espaces salles de réunion. Donc là, on voit effectivement les espaces de travail. On voit d'ailleurs qu'il y a des similitudes entre vos différents espaces, effectivement des aménagements plus hauts, des choses pour s'isoler. Moi, ce qui m'interpelle, on n'en a pas parlé en préparant tout ça, mais vous allez pouvoir me répondre en spontané. Chez toi, Mathilde, on parle de village. Amandine, quand on lance la vidéo, c'est notre maison. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est tout ce wording autour de la maison, de l'espace perso? Enfin, est-ce que vous avez réfléchi ça de votre côté? Alors, je prends la parole, Mathilde. Vas-y. Nous, de notre côté, ça a énormément de sens parce qu'on fait du service à la personne. Donc, on travaille au domicile de nos clients. Et pour le coup, d'avoir des bureaux qui ne ressemblent pas un peu à ce qu'est le chez-soi, c'était pour nous extrêmement naturel. Donc, on est allé vers cette tendance-là. On a pris le parti d'aller sur ce côté-là, le côté naturel, lumière naturelle. C'est des choses qui ont été exprimées par nos collaborateurs dès le départ. On veut des végétaux, on veut de la lumière, on veut vraiment des choses où on se sente bien, confortable. Donc pour nous, ça a du sens et pour le groupe et pour les demandes de nos collaborateurs. Ok. Et vous aussi, Mathilde, cette notion de village, de proximité? Oui, c'est vrai qu'un point commun qu'on a avec WeCare, c'est effectivement l'attention à la personne. Nous, on invente et on développe des médicaments au service des patients. Je pense que dans notre projet, on a eu une attention importante autour de la notion d'appartenance. En fait, le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on vient chercher quand on travaille chez soi et quand on vient au siège. Et on a aussi fait attention à la proximité, surtout dans un contexte où on passait en espace de travail dynamique. Donc, l'idée, c'est qu'on est à l'antithèse du flex, quoi. C'est pas le flex dans le sens un bâtiment uniforme sur tous les étages et peu importe où je m'assieds, je trouve juste une place et ce sera le même partout. On est vraiment dans une notion d'appartenance et de communauté, en fait, de collectif au service des patients. Alors, on va continuer la visite de WeCare, notamment avec des images plutôt de vos espaces détente et bien-être. Et là, vous y êtes allé fort, puisque c'est dans ta salle de sieste là aujourd'hui. Malheureusement, elle n'a pas encore pu être inaugurée par les collaborateurs parce que Covid oblige. Je crois que c'est une salle qui est encore fermée aujourd'hui. Tout à fait. Mais toi, tu as le pass spécial. On va regarder ce que vous proposez justement à vos collaborateurs en termes d'espace de détente et de bien-être.
Et on termine par la raison d'être de WeCare qui est écrite sur les murs. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as vu des premiers usages justement de ces espaces? Ah oui. Ouais, je crois qu'on a un peu les deux mêmes projets. C'est ce qui est rassurant quand on regarde Eroche et WeCare, c'est que ça se ressemble. Et au niveau des premiers usages, on se rend compte. Alors nous, notre enjeu, il était un peu différent de chez Roche. Hein. On partait d'un multisite. Chaque service et direction avait son bâtiment pour aller dans un bâtiment unique. Donc déjà, le premier enjeu pour nous, c'était de se dire, on emmène 450 collaborateurs au même endroit et on partage. Donc ça a été le premier enjeu, mais alors ça s'est fait quasiment naturellement. Je pense que les gens en avaient besoin. Et après, chacun s'est approprié. Alors nous, on n'a pas parlé de notion de village, mais c'est plutôt un niveau ou un demi-niveau. Et chaque personne s'est approprié ses niveaux, mais est aussi venue chercher les volumes chez les autres. Donc on se croise. Le projet, vous avez vu, il a 1000 mètres carrés de terrasse extérieure accessible avec un jeu d'escaliers, en fait. Et il y a 3 escaliers intérieurs, des escaliers extérieurs. Donc, en fait, on se croise un peu partout. On a nos ascenseurs, mais on aime bien quand on prend les escaliers. Mais voilà, on se croise tout le temps. Donc, les usages, ils ont été diversifiés, pris à partie et tout le monde est vraiment ravi. Super. Donc, il y a vraiment un terrain de basket dans vos locaux. C'est pas un montage. C'était l'exigence de notre PDG. Alors, il ne voulait pas un terrain de basket, il voulait plutôt un terrain de foot. Mais on s'est dit que quitte à avoir un terrain au dernier étage de notre immeuble et un vrai terrain, c'est le même format qu'un city-stade. On allait y mettre à la fois du basket, du foot, du hand. Et en fait, ça marche, mais c'est extraordinaire. Les collaborateurs se font des petits matchs de foot le soir à 18h après avoir fait leur journée de boulot. Donc c'est vraiment chouette. Et il est au tout dernier étage. Donc, il a une vue imprenable sur le Mans. Ok, génial. Je vois des questions qui arrivent sur notamment l'engagement des collaborateurs parce qu'on sait que des beaux espaces et des espaces fonctionnel et où on a plaisir à venir, ça favorise normalement l'engagement et même le recrutement. C'est aussi là pour développer la marque employeur. Peut-être Mathilde, tu peux l'une ou l'autre nous témoigner par rapport à ça. Est-ce que vous avez constaté, est-ce que déjà vous avez des difficultés par exemple à faire revenir les collaborateurs au bureau, ou est-ce que justement avec des locaux comme ça, là la question ne se pose pas, les collaborateurs reviennent? Donc, et forcément, c'est un peu compliqué en période Covid parce que nous, on a emménagé dans nos locaux. Donc, on a pris 3 mois de retard avec le Covid. Ensuite, on a emménagé dans nos locaux fin septembre dernier à un rythme 2 jours, 3 jours. Donc, 2 jours au siège et 3 jours par semaine pour pouvoir respecter les distanciations sociales et la jauge, du coup, la nouvelle jauge maximum de nombre autorisé dans le bâtiment. Et ensuite, on est repassé, pendant le confinement, on est repassé en télétravail. On est vraiment une entreprise de santé, donc très, très, très sensible au sujet de santé. Donc, on est repassé en full télétravail. Et là, le siège a été rouvert de manière volontaire. Donc, c'est-à-dire que ceux qui le souhaitent peuvent venir travailler au siège. C'est pas du tout obligatoire. Et on reprendra certainement un rythme 2 jours, 3 jours à la rentrée. Et ensuite, on verra, il y aura une réflexion sur le nouveau rythme de télétravail. On a toujours fait beaucoup de télétravail, mais du coup, se posera la question plus tard. Là, ce que je peux dire, c'est que donc, dans cette phase ouverte au volontariat, il y a environ 100 personnes par jour qui reviennent au siège. Donc, simplement parce qu'ils sont mieux au siège que chez eux ou qu'ils préfèrent collaborer au siège. Ok, et c'est toujours les mêmes ou tu constates un roulement Je ne sais pas répondre à cette question. Non, j'ai l'impression que En fait, j'ai l'impression qu'on vient au siège justement pour faire quelque chose. Donc, soit on se retrouve en équipe, soit pour certaines personnes qui sont mal installées chez elles préfèrent venir quasiment tous les jours pour trouver du confort. Mais sinon, j'ai l'impression que des collaborateurs viennent plutôt pour des temps particuliers d'échange en équipe ou d'utilisation de certains aménagements de langue. Ok. Et vous, Amandine, du coup, sur l'engagement collaborateur, est-ce que vous avez constaté des changements du coup avec ce nouveau siège ? Alors, nous, on a emménagé en février, tout fin février. Donc, effectivement, l'émulation qu'il y a eu à ce moment-là, elle a été assez dure quand il a fallu dire « restez chez vous ». Parce
que les gens avaient envie de venir. Je dirais que, alors j'ai pas de chiffres exacts sur cette thématique-là, mais je pense que les gens ont vraiment envie de revenir et qu'on est plutôt à se bagarrer pour les dire oui, il faut garder un certain socle avec le Covid, donc on ne peut pas vous accueillir tout le temps. Mais en même temps, c'est très positif parce que ça nous a permis d'accompagner les collaborateurs par vague, de voir les usages, d'ajuster. Il y a des choses qui fonctionnent très très bien et puis d'autres qu'il faut réparer rapidement. Donc, je dirais que le Covid pour nous, il a été assez bénéfique pour nous permettre de réussir aussi notre emménagement en février. Ouais. Ok. Le Covid, ça a été pardon, je rebondis parce que ça a été une claire complexité en ce qui concerne les règles de vie. On a défini des règles de vie en espace de travail dynamique. C'est nouveau pour nous, l'espace de travail dynamique. Et en fait, ces règles ont été complètement percutées par le Covid. Donc, je vous donne juste un exemple. L'idée dans l'espace de travail dynamique, c'est qu'on utilise les aménagements en fonction de nos besoins. Donc, ce qu'on disait, c'est installez-vous si vous en avez besoin sur un poste avec un super maxi écran géant. Mais en revanche, quand vous n'en avez plus besoin ou quand vous partez 4 heures en réunion, soyez responsable, libérez le poste et allez vous installer ailleurs entre 2 réunions, plutôt sur un petit espace de passage. Et en fait, ça peut plus du tout fonctionner en espace de travail dynamique. Enfin, pardon, ça peut plus du tout fonctionner en période Covid parce que pour des raisons d'hygiène, en fait, il faut désinfecter les postes entre chaque passage. Donc, ça veut dire qu'on a dû attribuer des postes à la demi-journée. Ça veut dire qu'on dit, en fait, il y a des postes qui s'appellent postes du matin et des postes qui s'appellent postes de l'après-midi. Et je viens m'installer, mais je prends un seul poste pour toute ma demi-journée. Donc, je peux quand même bouger un peu. On ne voulait pas du tout figer des postes à la journée, sinon on s'éloignait trop de l'espace de travail dynamique, mais on est figé par demi-journée. Bon, ça veut dire qu'il va falloir refaire de la conduite du changement une fois que, enfin, voilà, l'aspect négatif, c'est qu'on va devoir refaire de la conduite du changement quand on reviendra en situation normale. L'aspect positif, c'est que mine de rien, on a bien vu, il y avait pas mal d'inquiétudes sur l'espace de travail dynamique en disant j'ai plus mon bureau attribué, comment je fais, j'ai besoin de mon bureau, de mes habitudes. Et en fait, aujourd'hui, on est chez nous et on vient de temps en temps. En fait, le Covid nous a forcé à évoluer beaucoup dans notre réflexion sur l'espace de travail. Justement, ces espaces de travail dynamiques, je suis collaborateur, comment ça se passe? Je réserve le matin, il faut que je réserve une semaine à l'avance? Non, chez nous, il n'y a pas de réservation. Pas de réservation. Parce qu'en fait, les chiffres ont été pensés pour qu'il y ait plus de places assises que de collaborateurs. Et en fait, ce qui compte, c'est qu'il y ait une fluidité entre les différents ingrédients, les différents menus du menu d'espace. Mais il y a, je crois, 1,3 places par collaborateur. Donc, en fait, ça n'existera jamais le cas où un jour j'arrive au siège, je n'ai pas de place. Quoi. Ça n'existe pas. En revanche, il se pourrait que je n'ai pas exactement la place que je souhaite parce que j'aimerais avoir un grand écran ou j'aimerais être dans un espace silence et que je ne le trouve pas dans mon village. Donc, il faut que j'aille dans le village d'à côté. Quoi. D'accord. Et justement, comment, puisque vos locaux, 7500 mètres carrés d'un côté, 11 000 de l'autre, comment le collaborateur retrouve un collègue, par exemple? J'arrive, je sais que je dois bosser avec Jérôme, sauf qu'il y a 8 étages. Comment je sais où Jérôme est installé et comment ça se passe à ce niveau-là? Pour nous, la notion de village simplifie pas mal les choses parce que Jérôme et moi appartenons au même village, donc on sait où on risque de se retrouver. Et par ailleurs, on s'était posé la question de mettre en place une application de géolocalisation. On en a discuté avec les collaborateurs. En fait, c'était pas du tout un besoin. On a un chat qui fonctionne très bien et donc on dit rendez-vous à la Paillasse au 8e étage pour faire du coworking ou rendez-vous au Café Galien et ça suffit largement. Ok. Pareil. Et chez vous, Amandine, en plus, vous êtes quand même toujours organisé par étage, quoi. Il y a grosso modo une direction par étage, hein, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. Sur les gros plateaux, on a 2 directions, mais oui, c'est assez facile de se retrouver. Je sais qu'en interne, chez nous, le service communication avait beaucoup travaillé sur la signalétique pour bien expliquer. Donc, il y a des repères un peu partout. Et en fait, on se rend compte que c'est très logique, ça a été très bien pensé. Donc, on se retrouve facilement. Et après, le chat, pour vraiment trouver une personne ou un collaborateur, ça fonctionne très bien. Et chez nous, tout le monde est équipé d'un téléphone portable et l'a toujours sur lui. Donc, voilà. Ok, très bien. On parlait tout à l'heure chez vous, Amandine, là, du terrain de basket, terrain de foot. Tu donnais l'exemple de faire un petit match à 18h après la journée de boulot. Il y a une question qui est posée là, justement. Est-ce que ça pourrait être envisagé ou est-ce que c'est compliqué de faire un match de foot de 14 à 15, par exemple? Alors, chez nous, c'est pas compliqué. Tout ce qui est foot, il n'y a pas de souci puisque encore une fois, notre PDG adore le foot. Donc, non. Non, nous, on va mettre en place, en fait, on prône vraiment le côté agile. Si on n'a pas envie de travailler de 14 à 15, on ne travaille pas. On sait que les résultats sont là et que les collaborateurs s'investissent. Chez nous, ça a été un frein au départ de se dire on va pas pouvoir. Et en fait, naturellement, on voit qu'il n'y a pas de contrôle. Et puis c'est grand. Donc, avant que quelqu'un se rende compte qu'au dernier étage, il y a un match, faut vraiment chercher l'information.
Donc, non, il n'y a pas de frein. C'est assez surprenant, mais il n'y a pas de frein par rapport à ça. Et on met en place aussi des animations. On a une association d'entreprises aujourd'hui, WeCare Association, qui gère l'ensemble des associations, donc sportives, jeux de société, pétanque, et qui va dans la journée dire, voilà, on se retrouve à 15h30, équipe B contre équipe C pour faire de la pétanque au rez-de-chaussée. Et c'est visible par tout le monde, mais c'est plutôt convivial et très apprécié. Ok, super. Quels sont justement, est-ce que vous avez des indicateurs déjà sur le taux d'adoption des collaborateurs de ces espaces ou le taux d'occupation? Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez mesurées pour l'instant? Pas encore, nous. C'est vraiment trop récent pour avoir des indicateurs. Et puis, le Covid qui fait qu'on est allé entre 80 et 120 sur site chaque jour, c'est pas significatif. Donc, on ne s'est pas attardé à ça. Ok. Vous non plus, Mathilde, vous n'avez pas fait d'enquête pour l'instant? Sur l'usage des espaces de détente, en fait, les espaces de détente sont fermés chez nous à cause du Covid. Donc, salles de sieste, salles de sport sont complètement fermées et on offre des cours de sport en ligne, enfin, accès à des cours de sport en ligne, mais on ne les utilise pas du tout en ce moment. Ok. J'ai vu une question aussi sur l'accueil des extérieurs, parce qu'on a beaucoup parlé des collaborateurs et pour cause. Est-ce qu'il y a un parcours qui a été fait? Alors, tu nous en as parlé, toi, Mathilde, mais chez vous, Amandine, un client qui arrive ou un partenaire qui arrive dans vos locaux, quel est le parcours que vous lui proposez? Oui. Alors, nous, on est très digital. Donc, on a une borne d'accueil, une borne digitale à l'accueil qui permet à un client, un visiteur, quelqu'un qui n'est pas prévu de venir se présenter et d'aller chercher quelqu'un, un collaborateur ou même quelqu'un qui ne connaît pas à l'intérieur. Donc, il s'inscrit, il met ses coordonnées, on lui donne accès à un premier salon d'accueil. Il a tout à disposition et il attend qu'on vienne le chercher. Donc nous, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On a nos badges. C'est assez ouvert quand même parce qu'on voulait un lieu qui puisse être assez ouvert. Donc voilà, une fois qu'il a accès à ce salon d'accueil, il attend qu'on vienne le chercher. Et après, pareil, on se rend compte que le flux est naturel. Ça a été plutôt assez bien pensé. On a un hall intérieur complètement lumineux qui nous invite à grimper dans les étages, soit par les ascenseurs. Et on a de l'affichage dynamique tout au long du parcours. Ok, très bien. J'essaye de prendre les questions au fur et à mesure sur l'occupation des espaces. Quand j'arrive justement dans les locaux, est-ce que j'ai un outil qui visuellement me permet de déjà savoir si justement tous les espaces concentration ou les espaces collaboration sont occupés? Comment je visualise ça? Est-ce qu'il faut que je monte et que je descende les étages pour voir les occupations? Donc moi, c'est le même principe. En fait, je suis rattachée à un village, donc je vais dans mon village. Et en fait, tous les villages sont structurés de la même manière, avec une réflexion qu'il y a eu autour des espaces collaboratifs où il y a de l'émulation et du bruit au centre. Et puis en plus, plus on s'éloigne vers les angles, et plus on trouve des zones de silence. Et donc en fait, il suffit que j'aille dans mon village et je vois en un coup d'œil les places qui sont disponibles. Et si j'ai pas la place qui correspond à mon besoin du moment, je peux aller dans un autre village. Mais il n'y a pas du tout de système de réservation. En fait, on a réfléchi à ce sujet et on voyait qu'en fait, ça ajoutait de la complexité au lieu de simplifier le parcours. Je suis assez d'accord avec ça, Mathilde. On n'a pas forcément digitalisé cette partie-ci parce que on se rend compte que une fois qu'on s'est approprié les lieux, chaque étage chez nous se ressemble, c'est le même. Il y a le même principe, le noyau technique est au même endroit, les zones de tisanerie qu'on a également sont toutes au même endroit sur chaque niveau. Donc on sait où aller s'isoler quand on veut. Et puis on a au premier étage parce qu'on a un escalier central qui nous permet au premier étage en fait d'avoir un très très grand espace informel. Donc ce qui rejoint peut-être ta cellule voyage, Mathilde, qui ressemble et les gens y vont naturellement parce qu'il y a du café, il y a de l'eau, il y a des canapés, des tables hautes, des tables basses, etc. Donc c'est un peu le point central. Et puis après nous on a la chance d'avoir les terrasses. Donc les gens vont, quand il fait beau, vont sur les terrasses. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, en fait, que vous aviez imaginé d'une façon et puis les collaborateurs s'en sont emparés d'une autre façon? Est-ce qu'il y a des usages auxquels vous ne vous attendiez pas finalement? Bonne question. Moi, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour voir l'utilisation. On a beaucoup contraint l'utilisation des espaces à cause des mesures sanitaires. Donc, on a divisé par deux la capacité des salles de réunion. Il y a les places matin, les places soir. Enfin, on est tout à fait conscient qu'on n'utilise pas le siège tel qu'il a été pensé en ce moment, mais c'est transitoire. En revanche, moi, je pense que j'ai été surprise sur en fait, à quel point le Covid en fait, a accéléré la conduite du changement autour de l'espace de travail dynamique.
Donc, que ce soit pour le fait de ne plus avoir son bureau attribué, donc les gens avaient besoin de leur bureau avec leurs photos, etc. Et là, quand ils viennent au siège, en fait, ils ont été habitués à travailler ailleurs dans des conditions pas confortables. Les collaborateurs disaient, moi, j'ai besoin de mes papiers, j'ai besoin de mes documents, etc. Non, aujourd'hui, ils travaillent de chez eux, sans papier et sans documents, ils se sont débrouillés. Donc, en fait, ça a accéléré vachement les usages et l'adoption de ces usages-là. Et du coup, aujourd'hui, quand ils viennent au siège, ils savent pourquoi ils viennent et ce qu'ils y trouvent. Donc moi, c'est mon point de surprise, en fait, à quel point un événement comme le Covid a pu finalement faciliter les choses pour l'espace de travail dynamique. Je trouve qu'il a été bénéfique, le Covid, sur nos espaces de travail. Il nous a apporté, nous, on était très traditionnels également, les photos, le poste attribué. C'était compliqué de dire tu n'auras plus ton bureau fermé que pour toi, tu seras en open space avec les autres. Et en fait, aujourd'hui, voilà, 1-2 personnes qui est vraiment en difficulté sur un open space, la majeure partie des gens sont plutôt satisfaits et se rendent compte que aller s'isoler à un autre endroit, c'est plus confortable que d'avoir son bureau fermé. Ok, donc on va finir par remercier cette épidémie, quand même pas, mais en tout cas, effectivement, ça a vraiment accéléré les choses. Peut-être un dernier petit mot, ce sur quoi vous avez envie de conclure, et notamment peut-être des conseils que vous donneriez à des gens qui sont en train de repenser leurs espaces de travail, de réaménager. C'est quoi les 2-3 facteurs clés de succès? Il y en a plein. 2-3, c'est juste. Hein. Ou plus. Moi, je dirais que il faut embarquer les gens, il faut communiquer vraiment énormément. La communication, elle est essentielle sur ce type de projet. On peut avoir tout bien pensé, tout bien fait, mais si on communique peu, on se rend compte que les gens ont des difficultés à se l'approprier. Il faut avoir une équipe pluridisciplinaire et solide pour réussir le projet, que chacun soit bien expert dans son domaine et apporte sa griffe. Ça, c'est vraiment le point sur lequel je serai encore plus exigeante demain, parce qu'on a tout à y gagner. Et puis, je dirais des petites touches d'attention, des petits points de personnalisation, prendre les freins, les inquiétudes, prendre le temps d'écouter et aller personnaliser toute cette partie-ci. Moi, je suis très dans la communication sur ce type de projet. Moi, les mots-clés qui sont importants pour moi, c'est la co-construction. Je pense qu'on ne peut pas faire un projet pour les collaborateurs sans les impliquer, sans construire avec eux. Donc, co-construction, oui, mais attention à bien définir les périmètres de co-construction. C'est ce que je disais au début, c'est un enseignement du projet. Je pense qu'au début, on a communiqué maladroitement et que les collaborateurs avaient l'impression qu'ils allaient pouvoir tout co-construire. Or, non. Il y a des décisions sur lesquelles ils n'ont pas eu voix au chapitre parce que ce sont des décisions d'entreprise. Donc, co-construction en flaguant bien les périmètres de la co-construction. Et puis, il y a peut-être autre chose. En fait, je me rends compte en prenant du recul que finalement, sur ce projet, notre objectif, donc on a répondu d'une part aux besoins de l'entreprise en termes de transformation, en termes de plus de collaboration, nouvelles manières de travailler, etc. Et ensuite, en ce qui concerne les besoins des collaborateurs, en fait, l'idée, c'est pas de répondre absolument parfaitement aux besoins de l'ensemble des collaborateurs. Pour moi, l'idée, c'est plutôt de mettre à disposition une boîte à outils dont le collaborateur lui-même peut répondre, avec laquelle le collaborateur lui-même peut répondre à ses besoins. Donc, par exemple, l'espace de travail dynamique, on n'a pas fait pour chaque poste de travail le poste qui correspond exactement aux besoins de tout le monde, mais on a offert un menu d'espace qui fait que chacun peut se faire sa journée personnelle, individuelle, qui correspond vraiment à ses besoins. Et je pense que c'était ça notre rôle. Je vois une question qui arrive aussi sur le côté quand je veux m'isoler, il y a pas forcément suffisamment d'espace où on peut s'isoler justement. Comment vous gérez la notion de bruit dans les espaces partagés? Moi, je l'ai mis, j'ai répondu un tout petit peu tout à l'heure. En fait, on a pensé les espaces pour que les activités bruyantes soient au centre. Donc, dès qu'on sort des ascenseurs, on tombe sur les tisaneries, sur les ateliers de brainstorming, sur les salles de réunion, et ensuite les bureaux individuels. Et ensuite, plus on s'éloigne vers les angles, il y a des bureaux avec des grands écrans pour qu'on puisse faire des travaux qui nécessitent de la concentration, et tout au bout, les espaces silence. Donc, il y a vraiment une gestion du bruit dans l'aménagement de l'espace. Par ailleurs, on a ces espaces silence dont je parlais qui permettent de se concentrer sans bruit. Ok. Et chez vous, Amandine, la notion de bruit, ça a été travaillé? Pour nous, c'est un peu compliqué. Alors, nous, on a été accompagnés par un bureau d'études acoustiques sur le sujet. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement silencieux parce qu'on a 40 personnes sur un plateau qui pouvaient en accueillir 120. Donc, le moindre petit bruit devient un très gros bruit. Donc, aujourd'hui, on a ce sujet qui ressort du projet.
mais en même temps, on n'est pas en zone occupée et on sait que le silence attire le bruit. Donc j'ai pas encore réussi à trouver l'intermédiaire. On attend d'être vraiment en site occupé. On gère l'acoustique avec des moyens pour absorber le son, mais on sait très bien que sur des plateaux de 40 personnes, c'est compliqué de dire tu peux aller t'isoler. Non, c'est pas possible. Donc il faut qu'on vienne ajouter des équipements, un casque, des choses qui permettent aux gens de rester concentrés. Ok, super. Il y a une question aussi sur la notion de budget. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je ne sais pas ce que vous avez envie de partager avec nous ou pas. Est-ce que vous avez une idée, par exemple, du budget par mètre carré qui a été consacré en tout cas à l'aménagement de ces espaces? Eh bien, j'ai pas fini mon bilan financier, donc j'ai pas le chiffre exact. Et puis moi, j'ai tout le projet, donc qui représente le projet dans sa globalité, c'est à peu près 20 millions d'euros, mais on a construit. Donc. Et toi, Mathilde? Pour ma part, je peux pas partager de chiffres. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est qu'on réalise une économie substantielle par rapport à notre bâtiment précédent, qui était plus grand, mais aussi moins aménagé, beaucoup plus coupé en plein de petits étages. Donc voilà, c'était aussi un des objectifs du projet et on a réussi à atteindre cet objectif. Ok, super. Est-ce que vous avez envie de nous partager un petit mot de la fin, une conclusion, de quoi vous avez envie de nous parler? Moi, peut-être juste pour dire, en fait, je pense qu'on est qu'au tout début de la compréhension de ce que le Covid change vraiment vis-à-vis de l'espace de travail. On a vu qu'il y avait des changements directs avec le fait qu'on soit plus à la maison, qu'il y ait des règles sanitaires quand on vienne au siège. On a vu qu'il y avait quelques effets positifs aussi dans les chantiers de dématérialisation, conduite du changement autour de l'espace de travail dynamique, appréhension par les collaborateurs de l'utilisation des espaces collectifs. Bon, je pense qu'on est qu'au tout début et qu'il y a encore beaucoup de réflexions à mener. Et donc, ouvrons les yeux et les oreilles pour voir comment ça va se passer. Et pour ma part, je pense aussi que c'est compliqué de se dire que tout est figé et réussi. Il faut vraiment rester toujours dans une constante évolution. Aujourd'hui, ça fonctionne. Dans un an, ça fonctionnera peut-être un peu moins bien. Et il ne faut pas perdre la dynamique d'un site. Il faut toujours se remettre en question, apporter des nouveautés et surtout écouter les utilisateurs. Ok, super. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à tous les participants qui étaient avec nous aujourd'hui. Je vous invite à nouveau à nous suivre sur LinkedIn si vous voulez être tenus informés des prochaines tables rondes qu'on va pouvoir organiser. Bonnes vacances à tous ceux qui nous ont suivis. Bonnes vacances à vous. Et vraiment un grand merci d'avoir partagé avec nous ces images, ces chiffres et toutes ces informations sur vos nouveaux espaces. Merci Amandine, merci Mathilde. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir.